Bonjour à tous, aujourd'hui au lieu de vous faire un tutoriel comme j'en ai l'habitude, je vais vous présenter une œuvre. J'espère que ce concept va vous plaire. Cette œuvre s'intitule La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. N'hésitez pas à vous donner vos avis, ainsi je pourrai m'améliorer. Je vous présenterai dans un premier temps la biographie du peintre. J'ai choisi de la séparer en 3 périodes, les 3 grandes périodes de sa vie, puis je vous parlerai du tableau lui-même et des raisons qui m'ont amené à le choisir. La biographie de l'artiste, donc, attention, elle est très détaillée. Le 27 avril 1798, naissance d'Eugène Delacroix à Charenton-Saint-Maurice, en Val-de-Marne. Fils de Charles Delacroix, haut fonctionnaire, et de Victoire Aubin, d'origine allemande, fille du célèbre ébéniste de Louis XV et Louis XVI. Attention, au moment de sa naissance, il semble que son père, malade depuis 1797, n'était pas en mesure de procréer, et il semble que l'on puisse attribuer sa paternité au prince de Talleyrand, l'homme du Concordat et du Congrès de Vienne, et grand séducteur qui protégea l'artiste au début de sa carrière. Talleyrand étant Premier ministre, il fut envoyé à l'étranger, juste l'année de la naissance de l'artiste. 1806, la famille Delacroix s'installe à Marseille, puis Bordeaux, où son père exerce des fonctions de préfet. À la mort de ce dernier, en 1805, la famille revient à Paris. Delacroix fréquente alors le lycée impérial, devenu lycée Louis-le-Grand, où son talent pour le dessin s'exprime au grand jour. 1814, mort de sa mère le laissant dans une situation précaire. 1798-1821, jeunesse et formation. 1815, son oncle, le peintre, Resner, en 1815, le recommande à Guérin, qui est un ancien élève de David et un peintre académique de renom. Eugène Delacroix fait son apprentissage du dessin et de la peinture, et fait la connaissance d'autres artistes talentueux tels que Géricault et Gros. Il fréquente les peintres, mais aussi le musée du Louvre, où il copie les grands maîtres qu'il admire. Rubens, Velasquez, Rembrandt, Véronèse. Désolé si ce n'est pas la bonne prononciation. 1819, il reçoit sa première commande, la Vierge des Moissons, pour l'église d'Orsémont, près de Rambouillet. 1820, Géricault, élève comme lui de Guérin, lui propose de réaliser à sa place un tableau destiné à la cathédrale de Nantes. Le triomphe de la religion, dit aussi la Vierge du Sacré-Cœur, maintenant à la cathédrale d'Ajaccio. 1822-1831, les années romantiques. En 1822, Delacroix fait sa première entrée dans le monde artistique de l'époque en exposant Dante et Virgile aux Enfers, une œuvre forte, ambitieuse et aux couleurs très travaillées, qui sera achetée malgré les critiques dont elle est l'objet par l'État. 2 ans plus tard, il peint le massacre de Scio, massacre des Grecs par les Ottomans, dont la composition et l'énergie sont plus puissantes encore, et dont l'État se porte une nouvelle fois acquéreur, indifférent à la critique. Ces 2 toiles concrétisent la polémique entre romantisme, classicisme, entre dessin et couleur, laquelle suivra le peintre toute sa vie. Première exposition du tableau Dante et Virgile aux Enfers, Paris, musée du Louvre, accueilli diversement par les critiques. Tableau acheté par l'État. 1825. En 1825, Delacroix décide de passer 3 mois en Angleterre. Séjour qu'il consacre à l'étude de la Constable, le plus grand peintre paysagiste européen de l'époque, dont il cherche à capturer la technique qui donne du poids à l'atmosphère et une vibration aux couleurs. C'est une période importante pour l'artiste qui cherche à se concentrer davantage sur les couleurs et sur les effets physiques et psychologiques. 1827-1828, l'œuvre qu'il expose au salon de 1827, La mort de Sardanapale, est le fruit de ses recherches. Tout en étant très colorée et traitée avec force, elle demeure classique et d'une solennité académique. Mais elle est également riche d'une certaine complexité qui reflète l'état psychologique de Delacroix derrière les apparences de la vie mondaine. En apparence, tout va bien. L'artiste fréquente les salons littéraires parisiens et rencontre Stendhal, Mérimée, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Passionné aussi de la musique, il voit aussi Paganini et Frédéric Chopin, dont il fera 2 portraits très pénétrants et se fait la compagnie d'écrivains et de poètes comme Théophile ou Gautier ou Baudelaire qu'il préfère à celle des peintres. Présentation de 14 peintures, dont La mort de Sardanapale, Paris, musée du Louvre, acheté par l'État. La peinture est pour lui une passion.
Dans son journal qu'il a commencé en 1822, interrompu quelques années, puis qu'il reprend en 1847, jusqu'à sa mort, il s'interroge sur l'art et les artistes. Il compare les œuvres du passé pour en saisir leur correspondance et leurs différences, et pour en pénétrer leur mystère ou leur grandeur. 1831. Le 4 mars, Delacroix est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il expose de nouveau 11 œuvres au Salon, dont La liberté guidant le peuple, en Paris, musée du Louvre, que le roi Louis-Philippe fait acheter pour le musée royal. C'est ce tableau que j'ai choisi de vous présenter et je reviendrai plus longuement dessus après avoir fini sa biographie. Le 5 décembre, Delacroix est invité à se joindre à la mission extraordinaire conduite par le comte de Mornay au Maroc. Il découvre la beauté de la lumière et de la couleur dans les paysages, mais aussi des gens différents, plus simples et plus authentiques. Il découvre aussi la sensualité et le mystère des intérieurs, dont le tableau Les femmes d'Alger dans leur appartement retranscrit en 1834 des sensations intenses qui, dès lors, alimenteront beaucoup son œuvre tout le reste de sa vie. 1832-1863, les années de synthèse et la reconnaissance. 1833, ces nouvelles découvertes ne lui suffisent pas pour autant. Delacroix ne veut pas révolutionner l'art et ne veut pas s'abîmer dans ses visions intérieures. Il veut peindre pour les autres, innover, mais aussi faire sa carrière sans se trahir. À son retour du Maroc, il se consacre entre 1838 et 1847 à une commande publique qui est celle de décorer le salon du roi du Palais Bourbon et qui lui permet d'affronter de vastes surfaces et de renouer avec la tradition de la décoration baroque, comme celle de Rubens. Mais à côté, il continue de peindre des portraits et diverses toiles orientales. Il travaille aussi à la décoration du Palais du Luxembourg entre 1840 et 1846, mais aussi à celle du plafond central de la galerie d'Apollon au Louvre ou à la chapelle des Saint-Georges et de Saint-Sulpice. À son ami George Sand, il dit « Nous travaillerons jusqu'à l'agonie. Que faire d'autre monde, à moins de se saouler, quand vient le moment où la réalité n'est plus à la hauteur du rêve ?» Delacroix mène une double vie, celle d'une vie dans les salons, avec les belles dames et les hommes cultivés de l'époque, et celle d'une vie cachée, montrant en réalité un homme sans espérance et secret, qui ne parvient pas à délivrer ses tourments et ses désirs que dans la peinture. Delacroix étant aussi un homme de passion et cherchait les moyens d'exprimer cette passion de la manière la plus visible. Ce fut une vie plutôt d'apparence tranquille que mena Eugène Delacroix, rythmée par les événements extérieurs, mais parsemée de beaucoup de zones d'ombre, dont il ne parlera jamais, même dans le journal, pourtant qu'il aura tenu une grande partie de sa vie. L'origine de sa naissance et les raisons de croire que son père légal ne fut pas son géniteur fut sans doute la cause de son caractère double et complexe, dans lequel Eugène Delacroix trouva les signes de son génie et de son talent. Baudelaire lui reconnaissait son admiration et le considérait comme le plus grand peintre du siècle, et par le mélange de tradition classique, de ferveur romantique, de certitude et de contradiction qu'il menait dans son œuvre. Lorsqu'il meurt, le 13 août 1863, d'une longue maladie qui lui rongeait la gorge, le milieu académique lui demeure encore hostile, mais les jeunes peintres reconnaissent en lui le vrai maître de son temps, en lui un génie authentique. Cette œuvre est une peinture à l'huile sur toile se nommant La liberté guidant le peuple, et réalisée par Eugène Delacroix, en mémoire des 3 journées d'émeute contre les réformes proposées par Charles X, roi pendant cette période. Cette œuvre est exposée au musée du Louvre, à Paris. Le contexte historique. Charles X et son impopulaire ministre, le prince de Polignac, remettent en cause les acquis de la Révolution. Ils publient des lois visant par exemple à supprimer la liberté de la presse et à modifier le déroulement des élections, malgré l'opposition des représentants du peuple. C'est considéré comme une violation de la Constitution et c'est la Révolution à Paris. En 3 jours, dit les 3 Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830, les Bourbons sont renversés. Louis-Philippe Ier succède à Charles X et est proclamé roi des Français et non plus roi de France. Un nouveau régime, la monarchie de Juillet, succède à la Seconde Restauration. Analyse de l'œuvre. Achevé en décembre 1830, le tableau est exposé au Salon de mai 1831. Ce tableau représente l'assaut final. La foule converge vers nous dans un nuage de poussière, brandissant les armes. Elle franchit les barricades et arrive dans le camp adverse. À sa tête, 4 personnages debout, au centre une femme, telle une déesse mythique, elle mène vers la liberté.
À leurs pieds gisent des soldats morts. L'action s'élève en pyramide, l'image s'érige en monument, Delacroix réunit accessoires et symboles, histoire et fiction, réalité et allégorie. On reconnaît au loin les tours de Notre-Dame de Paris, au loin, et au premier plan, les barricades, pavés et poutres, qui situent l'action là où est le combat pour la liberté. À droite, sur le dos d'un cadavre, d'un Suisse, en tenue d'armée, capote gris-bleu, décoration rouge au collet, guêtre blanche, chaussures basses, l'autre ennemi, la face contre terre, à l'épaulette blanche d'un cuirassier. Le peuple est largement représenté et uni. On y voit à gauche un ouvrier, avec son tablier et pantalon typiques des manufacturiers. Plus bas, au premier plan, on y trouve un homme qui représente une figure mythique. Il est démuni de son pantalon, les bras étendus, c'est l'héros d'Homère, Hector, protecteur de Troie. Puis un homme avec chapeau haut, de forme et redingote. On ne sait pas si c'est un bourgeois ou un citadin à la mode. Le pantalon large et la ceinture de flanelle rouge sont ceux d'un artisan. L'arme, tremblon à 2 canons parallèles, est une arme de chasse. A-t-il le visage de Delacroix ou d'un de ses amis? Puis un jeune polytechnicien avec son bicorne napoléonien. Puis un homme avec un foulard noué sur sa tête au pied de la fille du peuple, avec sa blouse bleue et sa ceinture de flanelle rouge de paysan. Il est temporairement employé à Paris. Il saigne sur le pavé. Il se redresse à la vue de la liberté. Le gilet bleu, l'écharpe rouge et sa chemise répondent aux couleurs du drapeau. On y voit aussi et surtout la fille du peuple, celle qui représente la liberté. Vivante et fougueuse, elle incarne la révolte et la victoire. Coiffée du bonnet phrygien, les mèches flottant sur la nuque, elle évoque la Révolution de 1789, les sans-culottes et la souveraineté du peuple. Le drapeau, symbole de lutte, faisant un avec son bras droit, se déploie en ondulant vers l'arrière, bleu, blanc, rouge. Femme exceptionnelle parmi les hommes, déterminée et noble, la tête tournée vers eux, elle les entraîne vers la victoire finale. Appuyée sur son pied gauche nu qui dépasse de sa robe, le feu de l'action la transfigure. L'allégorie est la vraie protagoniste du combat. Le fusil qu'elle tient à la main gauche, modèle de l'époque, la rend réelle et moderne. Et enfin, avec un jeune, avec un béret étudiant, symbole de la jeunesse révoltée par l'injustice et du sacrifice pour les nobles causes. Il évoque, avec son béret de velours noir d'étudiant, le personnage de Gavroche, que l'on découvrira dans Les Misérables 30 ans plus tard. Pistolet de cavalerie aux mains, il avance de face, le pied droit en avant, le bras levé, un cri de guerre à la bouche, il appelle au combat les insurgés. Plusieurs éléments font référence à l'Antiquité. L'habit jaune, drapé avec une double ceinture qui vile au vent, rappelle le drapé antique, tout comme le nez droit et la poitrine dénudée. Le drapeau et le bonnet phrygien rappellent la Révolution. Le bonnet phrygien tire sa symbolique de la liberté et de sa ressemblance avec le pilus, chapeau en latin, qui coiffait les esclaves affranchis de l'Empire romain représentant leur libération. La cocarde blanche et le nœud de ruban rouge renvoient aux monarchistes libéraux. L'ouvrier porte la cocarde blanche des monarchistes et le nœud de ruban rouge des libéraux. Le monarchisme est une doctrine politique qui prône la monarchie, c'est-à-dire une forme de gouvernement dans laquelle une seule personne fonde l'autorité de l'État. En France, la cocarde tricolore est d'abord un emblème utilisé comme insigne militaire porté par les soldats sous l'Ancien Régime pour identifier leur corps d'appartenance avant d'être arboré par les civils. Ce tableau met en valeur le peuple citoyen, noble, beau et grand, historique et politique. Il témoigne du dernier sursaut de l'Ancien Régime et symbolise la liberté et la Révolution. C'est une allégorie de la liberté, et la fille du peuple donnera ses traits à Marianne, allégorie de la République. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une allégorie, c'est une expression d'une idée par une métaphore, c'est-à-dire par une image, un tableau, etc., animé et continué par un développement. Réaliste, moderne, le tableau fut rejeté par une certaine critique habituée à voir célébrer le réel par des concepts. Elle entra en 1863
en 1863 au musée du Luxembourg et en 1874 au Louvre. C'est un des grands symboles, image de l'enthousiasme romantique et révolutionnaire, continuant la peinture historique du XVIIIe siècle et devançant Guernico de Picasso, elle est universelle. Le peintre y exprime parfaitement l'envie de la liberté du peuple pendant ces 3 jours, l'esprit de révolte, énervé par l'injustice, que le peuple est contre le pouvoir absolu. Anecdote. Les 3 Glorieuses ont été une révolution un peu ratée car la monarchie ne cède pas à la place à la République, c'est encore un roi qui succède à Charles X, le roi Louis-Philippe Ier. Un an après son achat, le tableau est censuré pendant 25 ans. Louis-Philippe choisit Versailles pour mettre en scène son pouvoir. Il crée un musée d'histoire en France, inauguré en 1837. Dans la galerie des batailles se trouvent toutes les victoires militaires françaises de Clovis à Napoléon. Dans la salle 1830, le tableau de Delacroix est absent. Partout, le héros est le roi, chef charismatique. Jamais la liberté ni le peuple. Le tableau ne plaît à personne, ni à Louis-Philippe, ni aux partisans d'une république respectable. Il met en scène un peuple qui se libère lui-même, guidé par une idée et non par un chef. C'est un peuple qui représente une menace. On ne sait où il va, ce qu'il veut. Les personnages déferlent hors du tableau dans une révolution perpétuelle, prête à tout renverser. Le jeudi 7 février 2013, la galerie du temps du Louvre-Lens a été fermée au public. Vendredi, au lendemain de la dégradation, le jeudi 7 février 2013, par une visiteuse du musée du tableau Delacroix, La liberté guidant le peuple. Une visiteuse du Louvre-Lens a tracé une inscription, jeudi, sur le célèbre tableau Delacroix, La liberté guidant le peuple, avant d'être interpellée, avait annoncé le musée du Louvre et le Louvre-Lens dans un communiqué commun. Peu avant la fermeture du musée, la jeune femme, âgée de 28 ans, a vandalisé au marqueur indélébile la partie inférieure du tableau sur une surface de 30 cm de long sur 6 cm de haut, inscrivant le terme AE911. Ce dernier pourrait renvoyer à Architect and Engineer for 911, un groupe conspirationniste américain proche du mouvement catholique progressiste, réunissant 1768 architectes et ingénieurs diplômés authentifiés en plus de 16 421 citoyens concernés, et s'employant depuis plusieurs années à combattre la thèse officielle des attentats du 11 septembre au World Trade Center. Le Louvre-Lens, si la liberté guidant le peuple s'y trouvait, c'est qu'elle y était exposée provisoirement pour une période d'1 an jusqu'en décembre 2013. J'espère que cela vous aura plu, désolé pour ces quelques bafouillements. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à donner vos commentaires, vos impressions. C'est tout nouveau de faire des vidéos sur des œuvres, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Je vous souhaite à bientôt, c'était Prestige Tuto, au revoir.